Non, ce n'est pas une erreur, l'épisode fait bien 40 minutes, bonjour tout le monde. Je vais prendre une petite minute, même pas de votre temps, pour faire un petit point rapide et revenir sur certaines choses. Cet épisode, bon, en fait n'est pas un épisode, c'est un quadruple épisode, c'est la fusion de 4 épisodes qui ont été écrits, tournés, mais que je n'ai pas pu mettre en ligne pour des raisons que je vous épargne, qui sont liées à des connexions internet, maintenant c'est réglé. Donc du coup, je me suis retrouvé avec plein d'épisodes sous les bras et j'ai décidé avant-hier de retravailler les intros, les outros pour tout refusionner et faire un énorme épisode à l'ancienne de à quasiment 3 quarts d'heure. C'est le 450e épisode de la chaîne, sans compter les hors-séries, je sais pas si vous vous rendez compte, et je me suis dit que c'était une belle occasion de faire ça. Ça faisait longtemps, c'est épuisant de faire des épisodes aussi longs parce que tout est scripté, mais ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. On reprendra dès la semaine prochaine les épisodes de JSPC normaux, tous les problèmes de connexion sont réglés. Merci à tous de m'avoir écouté, on se retrouve cette semaine pour les prochains épisodes de Je suis pas content, plutôt vers le milieu fin de semaine, le temps de les écrire, et on se retrouvera aussi pour un live, je vous préviendrai dans l'onglet communauté de quand est-ce qu'il aura lieu, dans lequel je vous présenterai, ça y est, c'est terminé, ils sont prêts, 3 des 4 épisodes sont prêts en tout cas, je vous présenterai donc les 4 premiers épisodes de la série qui sortira dès le mois prochain, la nouvelle série humoristique de la chaîne, qui s'intitule Pourquoi tout le monde déteste. Bon épisode. Je suis pas content, il y a Emmanuel et Brigitte qui vendent. Oui, Emmanuel et Brigitte Macron, ils vendent. Brigitte et Emmanuel Macron, leur maison de famille est à vendre. Adieu le Touquet pour le couple présidentiel. Comment ça le Touquet? C'est quoi ces histoires de Touquet? Qu'est-ce qu'il fout l'autre? Ils sont... ils sont en train de se tirer les Thénardier. Vous restez ici. De toute façon, qui va la louer, votre baraque de Berne? En vrai, vous y allez ou pas? Si la baraque, elle est à vendre. Tu sais, non, mais genre 22 000 euros, comme les baraques à Marseille dans le 15e. Il y a des apparts qui partent à 22 000. Donc, là, c'est une histoire de possession démoniaque. Je veux dire, la baraque, elle est pas habitable en tant que telle. Non, mais je suis plutôt rationnel. Mais je veux dire, j'y fous pas les pieds tant qu'il n'y a pas eu au moins un curé qui est passé balancer un peu de flotte. Je veux dire, c'est un truc, les meubles, ils bougent tout seuls là-dedans. Tu te fais réveiller à 2h du mat toutes les nuits. Il y a des pleurs d'enfants. Je dis, oh, monsieur, papa le zizi. Non. Moi, je vais pas habiter dans un truc pareil. Donc, tu restes là, Emmanuel Macron, et t'assumes tes conneries jusqu'au bout. T'as fait de mal à énormément de personnes, des gens qui ont détruit leur carrière pour toi. Emmanuel Le Chypre, bon, on est passé à ça. Hein. Là maintenant, il s'est fait une reconversion, Emmanuel Le Chypre. Oui, parce que j'avais pas vu de Emmanuel Le Chypre depuis longtemps, vous savez, depuis le chiffre de Le Chypre. Et je me suis dit, qu'est-ce qui devient? Parce que on n'y pense pas. Et ben, il a un petit bouc. Il a fait comme Thierry Breton, il est devenu rogue. Maintenant, il raconte des trucs vrais. Mais les dernières chroniques d'Emmanuel Le Chypre, à l'époque là où la présidente de BFM, elle a dit, oui, on assume, on reçoit le matin, puis on donne aux journalistes ce qu'ils ont à dire. Et il était là, non, mais alors, si la croissance de Bruno Le Maire se stabilise à 1,2% et que le Nasdaq chinois se remémore que en fait il repaye ses crédits au truc et que la BCE 4,2 plus 1,8 27 et puis voilà, puis on est bon, il faisait ça devant des graphiques, les graphiques, il faisait recycler les graphiques Fridan, il y avait un truc comme ça, une ligne et marqué croissance avec la gueule de Bruno Le Maire. Puis au bout d'un moment il a pété un câble, il y a de la déontologie, Emmanuel Le Chypre, puis il a le droit à un minimum de vie sexuelle, c'est un petit milieu, tu sais, les économistes de BFM TV. Bon, à un moment, tu racontes trop de conneries, tu baisses plus, donc il fallait faire un truc. Heureusement, soyez rassurés, il y a des gens qui seront jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier mètre de bunker, prêts à collaborer jusqu'à la fin. Et quant à l'action X à Wall Street, alors pour le coup, c'est intéressant de se replonger un peu en arrière. Depuis l'élection de Trump, elle a perdu 5%, c'est vrai, parce que il est tellement collé à lui qu'il a j'allais dire, les effets négatifs de Trump qui lui collent. Putain, tu te rends compte, 5% en bourse, ça doit le faire chier, Elon Musk, hein. Bon, alors, ça le ferait peut-être un peu plus chier si X était coté en bourse, ce qui n'est absolument pas le cas. Qu'est-ce que t'as fait? Il y a des graphiques, il y a de la recherche, il y a des bouquins, t'as bossé une semaine sur ton papier, mais à partir d'un truc qui t'est sorti de ta tête. Je sais pas ce que tu fais le week-end, mais à la maison, j'organise des petites sessions JDR. Je veux un joueur comme toi autour de ma table. Donc tu vois, Emmanuel, il y a des gens qui sont là pour te défendre jusqu'au bout, ils font ce qu'ils peuvent, mais tout n'est pas foutu. Et puis il y a des gens qui sont optimistes aussi, à l'image de Yael Braun-Pivet. Elle est très optimiste, Yael Braun-Pivet. Là, non, mais en général, c'est quelqu'un d'optimiste, mais c'est parce qu'elle est Capricorne, c'est pour ça. Si, c'est les gens très optimistes, les Capricornes. En plus, elle est ascendant Verseau, et l'ascendant Verseau, ça se marie extrêmement bien avec son salaire à 15 000 et son immunité judiciaire. Et ça crée des gens comme ça qui voient la vie en rose. C'est des psychés, hein, on n'est pas tous pareils. Et elle a dit, Yael Braun-Pivet, il est encore temps d'améliorer le bilan démocratique d'Emmanuel Macron.
T'es sûr? Vraiment? Non, j'ai pas l'heure, mais je serais pas étonné qu'on ait 10 minutes de retard quand même. T'es sûr on peut le faire? T'es sûr? Bah allez les enfants, on y va. Allez, tous dans la Fuego là-bas. Yael, elle a dit on a de la route. Il me semble que c'est légèrement trop tard, Yael. Ou alors il faudrait vraiment y aller step by step au niveau de la reconstruction personnelle. Il faudrait qu'Emmanuel Macron, tu sais, il fasse des trucs genre un peu genre démocratiques. Genre, tu sais, j'écoute les gens, mais pas genre des trucs qui sont pas à sa portée. Genre, ce qu'il faisait à l'époque du grand débat, il prend un mec au hasard, tu sais, sur un statoc là, il lui dit ah bah c'est bien votre idée, on va le faire. Tu vois, un truc tout con. Voici la vidéo surprenante publiée hier par le président de la République sur son compte TikTok. Je crois qu'en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j'ai passé le dossier au ministre de l'Intérieur et on va collectivement régler ça. Une publication en réponse à celle d'un automobiliste qui fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Il affirme avoir été verbalisé à cause de ce moyen de paiement à un péage autoroutier en Indre-et-Loire. Je viens de me manger 90 € d'amende et 3 points sur le permis parce que j'ai payé avec mon téléphone en Apple Pay au péage. Bah voilà, bah c'est bien ça. Le président des autocars, hein, qui finira monarque des péages, bah ça lui va bien. Non, bah au moins, excusez-moi, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Avec ça, il peut pas se rater. L'internaute est suivi par plus de 250 000 abonnés. Dans ses vidéos, il se présente comme un défenseur de l'islam dont il défend une vision intégriste tout en moquant Emmanuel Macron. Aucun humain sur Terre n'a mis sa patte sur l'islam. C'est ce qui fait la force de l'islam, c'est que les paroles d'Allah. Et toi, tu penses qu'il y a un nain qui est marié avec sa prof de français, qui dirige un pays qui fait la taille d'une chips, qui va venir modifier l'islam? Il y condamne notamment l'écoute de la musique et la présence de musulmans à des concerts. 2025, des musulmans vont là-bas, sautillent avec des kafirs dans une pièce rouge remplie de feu. Et ils sautent avec eux, avec des koufars comme ça là, wesh. Si la femme dont vous avez envie de marier a un de ces 3 critères, je vous conseille de fuir et de lui mettre une balayette au passage. Celles qui ont des amis garçons, celle-là c'est vraiment une dinguerie, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, personne n'a envie que sa femme ait des amis garçons, c'est mort. Merde, il est islamiste le mec. T'as pris un mec au hasard là, sur les réseaux sociaux, pile poil, t'as dit bah tiens toi, je vais te répondre, et pas de bol, Allahu Akbar. C'est vraiment quand ça veut pas, hein. Après, il y a du positif, il faut encourager le patient. Hein. Si, il commence à se resociabiliser. C'est ce qu'on fait dans les pathologies de sociopathie très lourdes, tu vois. Même si ça a foiré, au moins, il a pris contact avec un être humain. Puis, il a trouvé un remplaçant pour Benalla. Par contre, il va falloir vraiment faire vite, Emmanuel, au niveau du process de réintégration sociale, parce que tu seras jamais prêt pour 2027. Ah bah là, je suis désolé, il y a des gens, ils veulent être calife à la place du calife. À l'image d'Édouard Philippe, qui a décidé vraiment de baser toute sa campagne sur le concept de « je dis la vérité aux Français ». Il mâche pas ses mots, il a même dit que la France, elle était malade. Vous vous rendez compte, malade, c'est le virus qui se fout de la gueule du vaccin. Dis-moi, c'est pas pour te filer un coup de pouce, hein, loin de là l'idée, mais vraiment, ça m'épate, il faudrait que tu demandes autour de toi. C'est-à-dire, vous avez bâti toute une stratégie communication, avec un champ lexical qui a été travaillé par des gens, et vous avez donc collectivement statué qu'après la gigantesque pile de merde que constitue ta responsabilité personnelle dans la gestion du Covid, c'était une super bonne idée de baser votre campagne sur le champ lexical de la maladie. Ok, non mais allez-y. Pendant les premiers mois de la pandémie, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a été beaucoup attaquée. Lorsqu'on lit votre livre, on se dit mais que c'était injuste. Mais tout à fait. Alors, c'est ce qui est vraiment paradoxal et c'est ce qui est vraiment ce qui nous a intéressé ou même passionné dans cette enquête, c'est de voir que, en fait, il y a le discours officiel, la vision qu'on avait de la crise du Covid, et la réalité était l'inverse de ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait tout bien fait, on n'était pas plus mal que les autres, alors qu'en fait, il y a eu des fautes, on a fait des erreurs et on aurait dû être bien meilleur. Et concernant Agnès Buzyn, effectivement, tout le monde a retenu qu'elle a quand même fait un peu n'importe quoi et puis après, elle est partie, etc. Alors qu'en réalité, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que elle a été la première à alerter de la menace, que ce soit Macron ou Philippe, qui honnêtement ne l'ont pas calculé. Derrière vos décisions, des gens vont mourir. Ce SMS est terrible d'Agnès Buzyn et Édouard Philippe. Hein. Et c'est très accusatoire, et ça ne vient pas de nous, c'est elle-même qui leur écrit. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui. A essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs, qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Même des SMS, vous parlez des SMS. Alors, comment ils ont essayé de bloquer ? Il y a plusieurs notes, et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être, et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions, c'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt
plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction, eh bien, c'était qui, Richard Ferrand ? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde aux vœux d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que sur le principe, juste sur le principe, c'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Donc je suis désolé Edouard, mais moi je vais pas bouffer. Hein. Non, tu m'auras pas 2 fois. Enfin si, tu m'as eu 2 fois, mais tu m'auras pas 3 fois. Si, tu m'as eu 3 fois, mais tu m'as... Oula, ça a duré longtemps. Donc non, je suis désolé, je ne te suivrai pas dans cette combine. Je préfère faire dissidence, tout à fait. Et rejoindre Gérald Darmanin. Oui, qui a monté un nouveau parti politique. Et je peux... Non, mais vous rigolez, vous êtes chiant, vous vous moquez. Dès que je dis Gérald Darmanin, les gens n'y croient pas. Si, il faut laisser sa chance à Gérald. Il a créé un nouveau parti politique qui est très bien. Il est très bien. Il est nouveau. Si, ben oui, il est nouveau. Ça n'existait pas avant qu'il le fasse. Voilà. Ben ça, c'est déjà quelque chose pour lui. C'est un mouvement qui est dynamique. C'est un mouvement qui est jeune. C'est un mouvement qui est l'avenir, tout simplement. Gérald, il n'y a que des vieux. C'est dur, mais il n'y a que des vieux. Si, il y a un jeune, il est paumé, c'était peut-être un easter egg, je pense qu'il a fait ça pour divertir. Oh oui Charlie, quelqu'un qui... Il va pas mourir. Non, arrête, Gérald, c'est pas bien de faire... Oui, bah bien sûr, on a tous des ratés de temps en temps, il y a des soirées, elles sont pas bonnes, mais tu demandes à Linger de pas la garder, la photo, il la met pas sur Instagram, c'est ridicule. En tout cas, il a la banane, hein, Gérald. Il a l'air content et ça fait plaisir de le voir souriant comme ça. Ça faisait longtemps quand même après les moments qu'il a traversés. Non seulement visiblement ils sont vieux, mais en plus, à mon avis, ils doivent rechercher un appart. Après, je refais un détour sur Emmanuel Macron pour rassurer ceux qui, dans le public, sont probablement très nombreux à l'apprécier. Rien n'est perdu pour notre leader suprême. Hein. Il a encore un avantage sur tous ses autres concurrents, hein, déclarés ou à venir, et on abordera d'autres de ses concurrents dans l'épisode. Mais il y a quelque chose qu'ils ne pourront jamais rattraper. Bah, c'est sa capacité à parler avec les citoyens, qui est le fruit de 7 années d'exercice du pouvoir présidentiel. Cette capacité qu'a Emmanuel Macron à s'adresser aux gens du quotidien, de façon directe, de façon claire, de façon spontanée. Et effectivement, on apprend ces dernières minutes qu'Emmanuel Macron, vous le voyez sur ces images, s'est rendu dans un café, dans 3 communes précisément, sur le chemin de retour vers Paris. Il s'est arrêté dans 3 communes différentes pour échanger avec des habitants. Je peux même vous dire qu'au moment où on se parle, il est dans une station-service en train de boire un café avec d'autres habitants. Ouais, mais dites-moi, encore une fois, vous êtes sûr qu'il boit des cafés ou pas ? Parce que tout comme ça, il s'arrête sur le... Non, mais c'est une fuite, ce truc. Il est en cavale. Il est rentré tout seul dans le bar et on s'est regardé avec un client et on s'est posé la question si c'était bien Emmanuel Macron, en fait. T'as de la chance de ne pas être venu dans mon bar. Je pense que ce serait pareil. On serait posé les questions aussi en te voyant ta gueule. Non, je peux pas dire lesquelles. Je crois pas que ce soit légal. Bon. Alors, il vous a dit quoi, le président ? Il est rentré dans le bar, il nous a dit bonjour et puis il a pris un café, il a pris le temps de discuter un peu avec nous. Et puis... Mais vous vous êtes dit quoi ? Choqué, on s'y attendait pas surtout. Ça fait 2 fois qu'elle n'arrive pas à répondre à la question, la dame. Il a parlé avec elle pendant 10 minutes, elle est incapable de te citer un truc qu'il a dit. Ce n'est pas normal ce truc, il fait des machins. Il a commandé à boire ? Oui, il a commandé un café, il a pris un grattage. Ben dis donc, si c'est pas de l'information de qualité, ça, je coupe quand même, parce qu'après ils vont probablement nous dire qu'il allait faire caca, comme un être humain normal. Vous en êtes réduit là. Ce naufrage. Mais du coup, il a payé comme un client normal aussi, ou comment ça se passe ? Parce que, non, il a payé comme avec mon fric. Voilà, c'est ça. Mais par contre, félicitations, pour la première fois de sa vie, Emmanuel Macron, probablement une des premières fois de sa vie, a payé des impôts. Donc, si, il a pris un jeu à gratter. Ah ben ça c'est Emmanuel, il nous gratte 7 jours sur 7 toute l'année, mais il arrive quand même à trouver 2 minutes dans son emploi du temps pour essayer d'aller tirer encore sur un millionnaire. Mais du coup par contre j'ai une question, si le ticket il est perdant, vous aurez quand même pas le culot de le faire passer en frais de fonctionnement, si ? Après patron incognito, ils nous font président incognito. Remarque, ça s'appelle la stratégie François Hollande, tu me diras. Ça n'a pas vraiment marché. Mais bon, de toute façon, c'est pas sur ça que notre président va miser. Moi, de toute façon, j'ai hâte d'être en 2025. Enfin, 2025 avancé au printemps, plus exactement. Pour qu'on puisse s'exprimer. Ah, parce que vous n'êtes pas au courant ? Mais Emmanuel Macron a décidé de nous donner la parole. Mais si, vraiment. Non, pas les uns après les autres sur TikTok. Emmanuel Macron songerait à un référendum. Tenez-vous bien pour cette année. Oh là là, on va voir ce qu'on va voir. À mon avis, ce sera sur le fait qu'il se représente ou pas. Si, on aura le choix entre oui et carrément.
Mais non, je déconne, en fait, ce sera un référendum sur les Algériens. Oui, l'immigration, c'est pareil. C'est exactement, en fait, parce qu'en fait, on a eu un moment c'est vrai, de glow-up avec l'Algérie. Je pense que c'est l'effet Elmorgen, qui fait qu'on s'est vraiment rassemblés. Tu sais, on est un peu le peuple de la cuisine aussi, donc on s'est compris. Et puis, ensuite, malheureusement, suite à un gigantesque échec commercial, là, les relations se tendent à nouveau. Et les Français en ont plein le cul de non, je mettrai pas l'insert. Ah non, parce que visiblement, ce serait spécifiquement les Algériens. Et Emmanuel Macron, lui, du coup, il se dit, bah vas-y, bourrine là-dessus. C'est vrai, tu vas essayer de te refaire ta com sur les Algériens. Eh ben, dis donc, bah bon courage alors. Hein. C'est lamentable comme technique. Emmanuel, tu es en dessous de tout. C'est pathétique. Heureusement qu'il reste des gens à la télévision pour essayer de rattraper les pots cassés et de créer un peu de vivre ensemble. Mais l'Algérie adore la France. Vous croyez quoi qu'en Algérie on déteste la France? Quand l'équipe de France joue en Algérie, tout le monde est pour l'équipe de France. Il y a une fascination pour la France. Waouh, carrément, tu vois les mauvaises langues. Et ben je savais pas que c'était à ce point-là. C'est à ce point-là. Quand il y a un match de l'équipe de France en Algérie, les Algériens, ils sont tous pour la France. Ils passent de 1, 2, 3 à 1 et 2 et 3-0. Ils chantent Gloria Gaynor et tout que ça. C'est vrai, putain. Eh ben dis donc, et on dirait pas comme ça de l'extérieur. Ah, t'en fais un peu trop. Voilà, exactement. C'est bien. Je vois, il y a eu une envie de créer quelque chose, une envie de créer du rapprochement, mais de toute façon, l'équipe de France de football, à l'exception des moins de 23 ans, n'a jamais joué là-bas. Mais tu vois, c'était bien d'essayer. Quant à toi, Emmanuel, je doute que ton plan de communication anti-algérien suffise. Hein. Là, tous les médias t'ont lâché, mais complètement, Emmanuel, il n'y a plus personne. Je vois des scènes à la télévision française qui relèvent d'un malaise impalpable. Au fond, un homme de 40 ans, mais c'est très moral, hein, ce que je veux vous dire, il ne doit pas regarder une jeune femme de 15 ans. Il y a tout un débat, hein. Il y a le débat SNEF, il y a le débat de la il y a le débat de l'âge de la majorité sexuelle d'une jeune femme. Oui, mais la majorité sexuelle permet à une jeune fille, à partir de 15 ans, de choisir sa sexualité. Vous me permettez une remarque personnelle? Vous me permettez une remarque personnelle? Oui, bien sûr. Moi, j'ai 4 filles. Oui. Si une de mes filles de 15 ans était sortie avec un homme de 45 ans, ça aurait été un sujet pour moi. Ah, moi aussi. De vous entendre dire ça me fait réfléchir et je me dis, oui, les filles, les garçons aussi. Un garçon de 14-15 ans et une femme de 39-40 ans ne sont pas dans un rapport très égalitaire. C'est vrai. Oui. Alors, je n'ai pas du tout honte de vous l'avoir chuchoté. Est-ce que je vous le dis? Est-ce que je vous le dis à haute voix? Je vous laisse le méditer. Ah, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien, même le vieux, il est là, tu sais, à l'ancienne quand même, il attend que l'autre ait parlé, tu vois, et hop, on encule pas les gosses, et voilà. Et donc, ah non, c'est magnifique, vraiment, là, Emmanuel, après, tu tends quand même un peu le bâton pour te faire battre, ah oui, mais putain, même Gabriel Attal est plus viril que toi, surtout en ce moment, parce qu'on parlait hier d'Édouard Philippe et de Darmanin qui te courent au cul, bah alors là, Gabi, il est fini, hein. il est prêt, bien sûr, il a dit Gabriel Attal, il a un projet pour la France, et il a même dit qu'il voulait faire un référendum sur le système social français, cet escroc. Ah, les salopards qui nous ont refusé tous les référendums depuis Babel-Wed, mais tiens, maintenant que l'autre, ils vont enculer la sécu, c'est à le faire démocratiquement. Après, pour ceux qui accuseraient Gabriel Attal de fascisme ou de quoi que ce soit, non, il n'y a qu'à voir les affiches. Nom de Dieu de sa mère, que c'est ridicule, c'est narcissique as fuck, la police est dégueulasse, ta gueule est floue, et nom de Dieu que ça fait vichiste. Mais ça va pas du tout, Gabriel, ça fait trop old school, il faut t'inspirer des Americans. Eux, ils ont le sens des affiches, les Americans. Regarde, c'est pas beau ça, hein, ça pète. Du coup, vous le sentez comment, hein, par rapport à cette histoire de Jean-Michel, du coup, elle a une bite non mais vraiment, alors, c'est quoi, je vais être super honnête, j'espère sincèrement pour vous qu'elle a pas une zigounette. Mais parce que c'est le syndrome Il Féroé. C'est France Il Féroé. T'as pas envie de mettre le 10e but. Et là, c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est complotisme, bon, on avait raison sur tout. En fait, en vrai, le pangolin, la CIA, die Reichstag, tout ça, on s'est planté sur le Covid, rien du tout, en fait, les gilets jaunes, tout ça. Voilà. Et donc, je me disais, peut-être on va vous en laisser un. Est-ce que moi, tu sais, quand je fais des réunions avec mes amis complotistes, si, ça existe. Non, je déconne, mais c'est pour faire plaisir à l'imaginaire de Rudi Reichstag. Je leur dis aux copains, je leur dis, vous savez quoi sur cette histoire de bits? Non, vous allez trop loin. Autant là, Gérard, là, sur son histoire d'hologramme, là, de la CIA, mais là, cette histoire de ZZ, tu vois, j'ai un doute là-dessus. Mais si sur celle-là, on vous l'a mise, ah putain, tu vois, ça me fait mal. Hein. Après, il y a un truc qu'on pourra pas lui enlever à Brigitte Macron, c'est qu'elle a de l'humour. Les Quoi ça, par exemple. Personne n'est parfait. Ouais. Nobody's Perfect, c'est un de mes meilleurs films. Certains l'aiment chaud, je vous le conseille. Ah. Hélas, je ne peux pas avoir d'enfant. Nous en adopterons. Vous ne comprenez pas, Scoop. Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait.
Vous en avez pas marre de croire à toutes les conneries de Candace Owen? En plus, il n'y a pas de preuve dans ce qu'elle balance, quoi. Enfin, si, son intelligence artificielle chinoise qui aurait analysé les trucs. Oui, bah ça, tu vois, ce genre d'argument, ça prend parce qu'en France, on n'a pas réussi à développer l'intelligence artificielle. On aurait réussi à être au niveau, et une fois de plus, on ne l'est pas, bah on aurait eu une IA qui aurait débunké le truc. Hein? De quoi on a essayé? Combien fait la racine carrée d'une chèvre? La racine carrée d'une chèvre est de 1. Cette IA conçue avec le soutien de l'État français ferme temporairement à cause des moqueries des internautes. L'IA Lucie a été lancée le jeudi 23 janvier et a été fermée 2 jours plus tard, le samedi 25 janvier. Pourquoi? Eh bien parce que l'IA donne des réponses totalement fausses, voire complètement absurdes. Et les réseaux sociaux s'en sont vite aperçus. La honte internationale. Non mais... Qu'est-ce que ça peut pas être à ce point-là quand même? Les œufs de vache. Ah oui, ah ouais, d'accord, ok, ok. Également connus sous le nom d'œufs de poule, ce sont des œufs comestibles produits par les vaches. Et forcément, vous voyez une logique interne à la connerie. Comme le gouvernement, les vaches sont des mammifères herbivores. Putain, non mais vas-y, le devoir de fin de trimestre de chez les sages, c'est la mouche. La mouche est un animal exotique. Il va dans les... Putain, ça va. Les vaches, donc, sont des mammifères herbivores qui vivent dans les fermes et qui sont élevés pour leur lait et leur viande. Les œufs de vache sont une source de protéines et de nutriments. Ils sont considérés comme une source alimentaire saine et nutritive. Les œufs de vache peuvent être consommés crus ou cuits. Ah bah parce qu'en plus, c'est vraiment l'IA du gouvernement. Il te dit de bouffer des œufs crus. Il te donne des mauvais conseils sanitaires. Ils sont souvent utilisés dans la cuisine pour préparer des recettes telles que les omelettes, les œufs brouillés et les frittatas. Eh ben, j'irai pas bouffer chez vous. Hein. Après, c'est vrai que c'est complètement con, c'est une IA, elle est pas censée savoir que... Si, elle est censée savoir que les œufs de vache, ça n'existe pas. Mais je suis sûr que tu l'interroges sur quelqu'un qui a existé, là au moins ça marche. Hérode, roi de Judée, est bien connu pour son rôle dans l'histoire biblique et pour sa mort tragique. Et voilà, cependant, il est également intéressant de noter, tu vois, il dit des trucs en plus, que le roi Hérode a joué un rôle important dans le développement de... Ah oui, la bombe atomique, ouais. Ah merde. Dans cette dissertation, nous examinerons comment Hérode a contribué au développement de la bombe atomique et à son impact sur le monde. Non, mais peut-être à la limite pour des tâches simples, à ce moment-là, des trucs du quotidien. Combien de R à strawberry? Le mot strawberry en anglais ne contient qu'un seul R. Ok, d'accord, ça sert à rien, c'est de la merde. C'est ouf quand même, parce qu'on sort un truc 4 ans après les autres, on met genre 25 QI dessus, et c'est une downgrade du Minitel. Après c'est normal, ils voulaient produire le même truc que les copains, le gouvernement français. Donc du coup, ils ont lancé le machin alors qu'ils étaient encore en stade expérimental. Et quand tu lances à public et à grande échelle quelque chose qui est encore au stade expérimental, tu as rarement les résultats que tu avais escomptés au départ. Ça me rappelle un truc. Après, c'est une IA française, et ça on peut pas lui enlever. Elle était en grève 2 jours après son lancement. Il y a quand même un certain savoir-faire. Mais du coup, vous allez en faire quoi de cette merde ? Selon ses créateurs, l'IA Lucie est destinée à être adaptée pour le monde de l'éducation courant 2025. Ah, c'est pour mettre dans les écoles? Ah non, mais c'est bon alors, elle est prête, hein, tu peux rembarquer. Ah bah vu ce que vous avez décidé de faire du cerveau des gamins, moi je pense que là, vraiment, elle est à point, votre IA. Mais suite aux critiques, ces mêmes créateurs reconnaissent que leur intelligence artificielle est imparfaite, qu'elle ne doit pas être utilisée à des fins éducatives ou sensibles dans sa version actuelle, mais que Lucie représente une première étape pour bâtir une IA générative transparente et souveraine. Transparente et souveraine, putain, bande d'escrocs. Hein. Une IA transparente et souveraine, souveraineté alimentaire dans ton cul, souveraineté militaire dans ton cul, souveraineté législative dans ton cul, souveraineté d'énergie dans ton cul, et alors par contre on aura la souveraineté de l'IA. Eh franchement ils savent nous gâter hein, le gouvernement. Après, encore une fois, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une intelligence artificielle française. Ça aurait pu être vachement utile pour la diplomatie, par exemple. Bah, Emmanuel Macron, il est enfermé chez lui, enfin chez nous, c'est nous qui payons, y compris les bouteilles de whisky à 15 000 € pièce qui s'enfilent avec ses copains entre 2 blagues homophobes. Et il refuse d'écouter absolument tout le monde. Il n'écoute absolument personne. Peut-être qu'une IA, tu vois, faut vraiment avoir de l'ego pour pas écouter les conseils d'une IA. Peut-être qu'on aurait été moins ridicule sur le plan international, tu vois. Il aurait pu la consulter au lieu de dire lundi un truc, mardi un autre truc, mercredi on comprend pas. Sur la Palestine, ça aurait évité d'être la risée de la planète, tu vois. Bon, maintenant c'est arrangé, c'est fini, c'est derrière nous, et d'ailleurs je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont permis de mettre fin à ce conflit. Enfin, le cessez-le-feu à Gaza. Nous nous sommes battus pour l'obtenir. Puissent les morts être pleurés sans crainte de mourir soi-même. Puissent les blessés être soignés et les affamés être nourris. Puissent les otages et prisonniers retrouver leurs proches. Et ben voilà, tu vois, Antoine Léaumont, il passe pas que sa vie sur Twitter. Il arrive à obtenir des cessez-le-feu. Bien sûr qu'il l'a obtenu. Ah non, vous allez pas commencer à critiquer. Mais parce que vous suivez pas l'actu, c'est à cause du 15 janvier. Voilà. Le 15 janvier, l'émission politique, la matinale de Beurre FM, à un moment, Antoine, il a serré ses petits poings comme ça. Il a tapé sur la table. Il a dit, j'en ai marre maintenant. Et le lendemain, Benyamin Netanyahou qui demande un cessez-le-feu. Coïncidence? Je ne crois pas. Mec, même la honte, elle est choquée. Même tes électeurs, en fait, ils sont choqués dans les commentaires. Ils sont tous là, ils te disent, non mais arrête, gars. Ok, on vote pour toi, c'est cool, t'as soutenu. Tu t'es pas battu, t'as fait des tweets.
Après, moi, j'en ai marre de tous ces gens aussi qui vont critiquer Antoine Léaumont et qui vont le ramener sur terre et le calmer dans ses délires. Je veux dire, au bout d'un moment, putain, laissez-le rêver, quoi. Moi, je suis sûr que si on le laisse aller à fond dans le délire, la FI finiront par sortir une BD, tu sais, les formidables aventures d'Antoine Léaumont. On apprendra comment il a libéré Paris en 44, comment il a mis fin à l'esclavage, comment il a organisé la Commune de Paris, comment il a obtenu l'avortement. Non, vraiment, je pense que ce sera cool. Bon, par contre, il faudra mettre un petit disclaimer en intro de la BD hein, pour expliquer à votre électorat que ce n'est pas véritablement l'histoire de France. Donc, du coup, on rappelle, hein, pour tous ceux qui font pas partie du truc, enfin du mouvement, hein, voilà, du fan club en fait d'Antoine Léaumont. Donc l'ordre au niveau international, c'est donc l'émir du Qatar, Joe Biden, Donald Trump, Antoine Léaumont. Ou alors option B, la France Insoumise est le parti jumelé des Républicains aux États-Unis. En fait, personne n'est au courant, mais à ce moment-là, il faudra se désolidariser vite parce que l'autre, il va en faire un parking. Vider la bande de Gaza de sa population et en faire un territoire géré par les États-Unis pour régler le conflit entre le Hamas et Israël. Ces femmes gazaouis réagissent aux propos de Donald Trump. Trump peut rêver s'il pense pouvoir nous déplacer ou nous expulser. Ni lui ni personne ne le peut. Dans la recherche de solutions, nous ne devons pas aggraver le problème. Il est essentiel de rester fidèle aux fondements du droit international. Il est essentiel d'éviter toute forme de nettoyage ethnique. Donc bien évidemment, à l'occasion de ce cessez-le-feu, des scènes de liesse ont éclaté absolument partout en Palestine, hein, que heureusement certains intellectuels ont su condamner comme il se devait. À l'image d'Ariel Goldman, hein, qui a essayé quand même de ramener un petit peu la synagogue au milieu du village. Vous avez déjà vu des scènes de liesse chez les Arméniens, chez les survivants d'Auschwitz, chez les Tutsis au Rwanda. Non, à Gaza, les Gazaouis en liesse, portable à la main, sont la preuve qu'il n'y a jamais eu de génocide, comme affirmé par les faussaires de la gauche. Exactement, t'as totalement raison avec Ariel. Bah oui, il y a des peuples qui ont de la dignité. Nous, par exemple, les Arméniens, c'est vrai que, je veux dire, à la sortie du génocide, eh ben, on n'a pas sorti nos téléphones portables pour faire des selfies. Bah voilà, il y a des gens qui ont un minimum de dignité. Mais qu'est-ce que t'es con ? Mec, tu racontes n'importe quoi. Alors effectivement, ici déjà il y a des scènes de joie à la sortie des camps de concentration, mais c'est pas effectivement la gigateuf comme à Gaza, mais c'est tout simplement parce qu'en fait ils pouvaient pas, ils étaient pas dans l'état de le faire. Il y a des milliers de juifs qui en France ont explosé de joie et fait la fête à la libération de Paris. Mais c'est parce que c'était pas ceux qui étaient dans les camps. Tous les cons là qui postent des photos de mecs civils à la bande de Gaza qui se sont pas fait éborgner, qui se sont pas fait couper les jambes et qui comparent ça avec les victimes de la Shoah et les photos sorties des camps de concentration, ce sont des abrutis. En fait, il faut comparer ça avec les mecs qui sont dans les hôpitaux en Palestine et qui ont les jambes coupées. Tu penses que le mec qui est sur son lit d'hôpital, il est sorti avec ses petits moignons pour aller danser la cucaracha ? Et juste pour faire un petit crochet sur l'Arménie, c'était pour la blague, hein, mais il n'y a pas eu de scène de liesse chez les Arméniens, tout simplement parce que c'était pas une guerre abrutie. Et qu'à aucun moment, en fait, il y a eu une date où les mecs sont sortis dans la rue en disant c'est fini, les historiens sont même pas d'accord pour arrêter définitivement l'année à laquelle le génocide a pris fin. Après, pour en revenir à Antoine Léaumont, il y a un combat que au moins lui a eu le courage de mener, c'est le combat de la censure du gouvernement, hein, qui malheureusement n'a pas pu aboutir à cause du Rassemblement National, hein, donc Rassemblement National qui avait voté la motion de censure contre le précédent gouvernement parce que, je les cite au mot près, leur budget était intenable pour les Français, mais qui là ne vote pas la censure alors que Bayrou propose exactement le même budget, mais avec 15 milliards d'économies supplémentaires. Dissonance cognitive. C'est pas possible quand même, il doit bien y avoir une raison qui fait que le Rassemblement National n'a pas voté cette motion de censure. Parce que la censure, elle s'est traduite par deux choses. D'abord une baisse de la croissance. Comment ça une baisse de la croissance ? Attends, non, vous n'allez pas faire le lien entre les deux. Oh putain les cons, on va avoir droit à un numéro de claquette exceptionnel. Parce que les entrepreneurs qui nous écoutent le savent bien, l'incertitude génère un arrêt des investissements, des recrutements. Ah bah voilà, je me disais, c'est pour ça que je peux plus recruter. Je me disais, je voulais recruter un nouveau monteur, tu vois, et à un moment j'étais là, je me disais, l'incertitude. C'est exactement, j'ai consulté mon compte bancaire, effectivement, l'incertitude. Et ça, on pense que c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros. Et puis des pertes de recettes. On a perdu quasiment un demi-point de croissance, rien qu'entre Noël et le jour de l'an. On a perdu sans doute 0,3 points de croissance. Donc c'est très coûteux. Et puis 6 milliards d'euros de pertes de recettes, de mesures qui n'ont pas pu être prises, d'ajustement. Donc la première source de difficulté, c'est la censure. La première, carrément. Eh ben vous avez honte de rien. Mais du coup, je me posais une question. La dissolution de l'Assemblée nationale qui a engendré exactement la même crise de confiance, mais qui par contre, elle a engendré la tenue de nouvelles élections et donc un coût d'organisation de ces élections. Là, c'était gratuit. Oui, ok, d'accord.
Donc bien évidemment, ce chiffre de 12 milliards a été repris en masse par toute la Macronie, à commencer par Amélie de Montchalin et bien évidemment notre ministre Catherine Vautrin. Alors Catherine, elle a un petit truc en plus, c'est la pédagogie. C'est ça que j'aime bien chez Christine, c'est qu'elle, elle a pas dit 12 milliards, elle a fait la division par 60 millions, elle a dit 175 € par Français. Vous réglez en espèces ou en carte bleue? Oh le pot de pu, j'y crois pas quoi, la vislardise du truc, 175 balles ça fait? Je paye, allez, je paye même la part de quelqu'un. Bah, 175 balles pour dégager le gouvernement, 40 000 € pour reposer le gros cul de Gérard Larcher, je sais pas, mon cœur balance. C'est bon, vous allez pas chialer, c'est rien 12 milliards. Hein, en plus, vous en avez plein. Bah, des idées pour renflouer les caisses. Voir vos réseaux sociaux passer au peigne fin par le fisc, l'idée vous dérange plutôt. Pour moi, c'est vraiment une atteinte à la vie privée des personnes. On sait tous que les réseaux sociaux, généralement, c'est quand même une image un peu déformée de la réalité. L'expérimentation est devenue la règle. Maintenant, l'administration fiscale, aidée par l'intelligence artificielle, peut utiliser les informations que vous postez sur vos réseaux sociaux et les comparer aux revenus que vous déclarez. Le but, voir si ces derniers correspondent avec le train de vie que vous affichez. Savoir où ils partent en vacances, quels biens ils ont. Bon, après, il y a quand même un avantage aussi dans tout ça, c'est que c'est de l'argent qui sera au moins bien dépensé. Bah, par François Bayrou, c'est lui notre Premier ministre maintenant, il gère la France en bon père de famille. Oui, qui met des claques aux gosses, mais c'est pas la question. Je voudrais m'arrêter un instant à un mouvement que nous avons tous connu et qu'à mon sens nous avons négligé. C'est le mouvement des Gilets jaunes. Quoi? Pourquoi il parle? C'est 2025 là, ça là? Et pourquoi il parle des Gilets jaunes? Non, attends, on va pas revenir là-dessus. Sur les ronds-points, il y a 6 ans, ils ont dénoncé l'état qu'ils ressentaient de notre société. Non, toujours pas. C'est pas qu'ils ressentaient, c'est qu'ils vivaient. On est toujours au point du Pont-Moretti. Et cet état, c'était la division du pays entre ceux qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Ceux qui passent à la télévision et ceux qui sont devant l'écran. Ceux qui sont des milieux de pouvoir. Oui, on a compris, on va pas tous les faire. Putain, François, les gens te reprochent d'être un dinosaure. Tu vas pas enfoncer le clou en nous parlant des Gilets jaunes. Sois dans le présent, bordel. Et c'est la raison pour laquelle nous devrons reprendre l'étude des cahiers de doléances qui ont été présentés par les Gilets jaunes. Quoi? Le foutage de gueule du millénaire. 5 ans après, le mec, il nous dit les Gilets jaunes, on les a pas bien respectés quand même. J'ai pas les mots. Wow. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette merde? Ce niveau de foutage de gueule, il va vraiment falloir passer la seconde, la triple, la quadruple, la sextuple au niveau com, hein, parce que sinon vous arriverez jamais à nous le rendre sympathique. PS, l'irrésistible Monsieur Bayrou. Irrésistible, carrément. J'ai décidé de miser sur ça. Donc la com, elle va être axée autour du sex appeal de François Bayrou. On avait vu les photos de Mimi Marchand où il avait des couilles sur le bureau de Matignon, mais je suis pas sûr, hein. Vraiment. Non, je juge pas. En plus, de toute façon, je suis hétéro, je suis pas le public cible. Mais vraiment, si la stratégie c'est de faire danser les clitos, là, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire s'il y a des hommes ou des femmes qui ont un avis sur le sex appeal de François Bayrou. Mais je pense qu'il va falloir trouver mieux comme argument. Oh, François Rebsamen, ça faisait longtemps. Un peu comme Mandela. François Rebsamen affirme que François Bayrou veut réconcilier les Français. Vas-y, ça faisait longtemps, vas-y, remets-le. C'est quoi la prochaine étape? Rotaillot c'est Jésus-Christ, Darmanin c'est l'abbé Pierre. Remarque, si, il y a de l'abbé Pierre chez Gérald Darmanin, mais pas les bons côtés. C'est quoi le rapport entre François Bayrou et Nelson Mandela? Il y a rien qui va, il manque tout. Il manque le charisme, il manque l'éthique, il manque l'intégrité, il manque 30 ans de tôle. Hélas, vous n'avez plus rien dans la boutique, putain. C'est incroyable. Et attention, hein, n'essayez pas de demander en ce moment à un ministre ou à un député macroniste ce qu'ils pensent du président. Ils y arrivent pas. C'est-à-dire que là, j'ai vu Maud Bréjon, mais c'est pas la seule, hein. Tous, tu leur poses des questions. Genre, alors Macron, ils sont obligés de te répondre par des anecdotes personnelles. Oui, alors, je veux pas m'engager hein, pour les gens, histoire de pas me faire décapiter, mais à titre personnel un jour, il m'a offert un café, c'était vachement sympa. C'est cringe as fuck. Vous avez vu que le président de la République est à sa cote de popularité la plus basse, 21% dans le dernier IFOP. Est-ce que la rupture est consommée avec les Français, vous le sentez, vous, sur le terrain?
Ce que je peux vous dire pour ma part, c'est que j'ai démarré la politique avec Emmanuel Macron, qui a suscité énormément d'espoir, énormément d'énergie. Voilà, je sais ce que je lui dois. J'entends aussi bien sûr, je suis pas aveugle, hein, mais j'entends les mécontentements, les déceptions, mais qui font suite aussi à 7 ans, bientôt 8 ans d'exercice du pouvoir, justement, à des traversées de crise qui ont été très difficiles. Je crois qu'il faut qu'on soit en capacité de dire qu'on n'a pas tout bien fait. 10 ans, c'est trop long, peut-être, non ? J'en sais rien. Manifestement. Il y a probablement des choses qu'on a mal faites. Il y a probablement des points sur lesquels on a déçu. Il faut être en capacité de les regarder de façon lucide. Mais sans renier pour autant toutes les avancées qui ont fait suite à ces dernières années. Emmanuel, va vraiment falloir que tu repasses la seconde là pour convaincre les gens. Hein. On le disait au début de l'épisode, mais là, allez, il faut sortir. Je le dis aux côtés d'élus. Oh, super. Ah non, ils lui ont remis des petits costumes. Ah non, ça j'aime bien quand ils le déguisent. Qui, je le sais, sont très convaincus et se sont battus. On s'est battus ensemble ces dernières années. Mais il y a un avenir pour l'industrie française. Oui, effectivement, il y a un avenir. Ça s'appelle l'extinction du truc. Tu vois, au moins, il n'a pas menti. Il s'est pas engagé trop. Non, il est sur une bonne voie. Donc on continue comme ça, Macron, je suis sûr que ça va avoir un impact positif sur tes ministres, bon, à part pour ceux qui n'en ont pas besoin, genre Bruno Retailleau. Ah si, Bruno Retailleau est officiellement la personnalité politique préférée des Français. Putain, vous avez honte vraiment de rien. Comme quoi, t'as vu, en politique, ça tient à pas grand-chose, hein, l'amour, la haine, tout ça. Il y a encore 3 mois, Darmanin, il disait « plus personne nous aime », et là, bim, il a tellement la hype qu'il est obligé de déménager. Oui, Gérald Darmanin, là, il emménage à quelques pas du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas assez de place, visiblement, au palais de justice. Pourquoi? Pour tes putes ou ton ego? Ce gouvernement est tellement populaire qu'il pourrait rappeler Marlène Schiappa, je suis sûr que ça passera crème. Bon, après, elle reviendra pas, maintenant elle a fait son boulot, d'ailleurs elle a été reconnue pour ça. Hein. Ah si, Emmanuel Macron lui a remis, tenez-vous bien, la Légion d'honneur. C'est pourquoi? C'est pour sa gestion du fonds Marianne ou pour son apport à la littérature? Non, parce qu'au moins Amélie Oudéa-Castéra, elle, on sait, hein, c'est pour son apport à la chanson. Moi je pense que si Bruno Retailleau il est aussi populaire que ça, c'est parce que vraiment il a décidé de lutter contre la délinquance. Mais c'est pas genre des effets de manche, tu vois, il le fait vraiment et ça, les Français l'ont vu. Et inutile de dire que les corps intermédiaires ils vont marcher droit aussi, hein. Putain, le patron de la police municipale à Paris, lui aussi il passe la seconde. Nous avons des flyers que nous distribuons aux sorties des collèges pour expliquer en gros que il ne faut pas prendre un couteau de sa cuisine, de son appartement et le mettre dans sa poche parce qu'il risquerait de s'en servir. Ah ouais, non mais là ça va trop loin. Par contre, lutter contre les coups de couteau avec des flyers, non mais vous êtes chiant vraiment là. Ça c'est de la politique de droite vraiment conne là pour le coup. Pourquoi vous écoutez pas les gens qui ont des alternatives divergentes, des alternatives humanistes comme Éric Piolle? Ils peuvent pas accéder par exemple à des bâtiments parce que y a des dealers au pied des... En tout cas, il faut trouver un modus vivendi avec les dealers. Tu vois, et le pire, c'est qu'on l'a même pas laissé faire le truc. C'est, hein, oui, la pièce. Mais non, mais parce que l'idée peut paraître un peu con comme ça. Mais il y avait une pièce de théâtre pour expliquer le truc. La pièce Les copains d'en bas. Oui, qui vous permettait d'apprendre comment vivre au quotidien à proximité d'un point de deal. Et ça, on leur a même pas laissé la faire, la pièce. Bon, après, je suis sûr que de toute façon, il y a suffisamment d'argent public, ils se rattraperont l'année prochaine. Oui, je pense qu'ils feront les copains de derrière. Oui, c'est pour apprendre aux femmes à trouver un modus vivendi avec leurs violeurs. En tout cas, il y en a un qui est pas du tout prêt à faire un modus vivendi. Hein. Ah non, c'est Pierre Moscovici. Non, il a dit il y aura pas de modus vivendi avec Elon Musk. Non, il a... Bah, moi, vous savez mon point de vue là-dessus. Hein, je suis plutôt du mode... voilà, ceux qui veulent partir, ils partent. Je veux dire, censurer X en Europe, c'est complètement stupide. Et là, je crois que je vais changer d'avis. Ouais, mais il a des arguments, Pierre Moscovici. Je fais très attention parce que je constate effectivement que la modération n'existe plus, qu'il y a des paramètres qui sont quand même très dangereux, que c'est devenu vraiment une source d'insultes, notamment pour l'extrême droite, et pas seulement pour l'extrême droite. Et donc j'attends quand même que l'Europe fasse un peu le ménage. Si c'est pas le cas, si on n'est pas capable de réguler X, alors, moi personnellement, mais aussi l'institution que je préside, la Cour des comptes, en sortira. Putain. Non mais si Pierre Moscovici quitte Twitter, on est dans la merde aussi. Non mais il n'y a pas que lui, la Cour des comptes. Si la Cour des comptes est plus sur Twitter, comment on va faire pour foutre de leur gueule? Je sais pas. Oh là là, mon pauvre Pierrot, comme ça, tellement harcelé qu'il est obligé de quitter les réseaux sociaux comme un adolescent qui aurait parlé d'islam. Non mais c'est pas vrai ça, c'est pas possible. Repose-toi, respire, prends ton temps, voilà, faut être zen. Prends-toi une pause, assis-toi 2 minutes. En plus, vous avez des nouveaux fauteuils. Oui, au Parlement européen, il paraît qu'ils sont très confortables. Ça coûte 5 000 balles. C'est des fauteuils Le Corbusier, mais non, en différents endroits du Parlement. T'as plein de trucs comme ça, c'est des fauteuils de designers, ça. Mais c'est vrai en fait. Ce fauteuil, Corbusier Cassina, le prix neuf Cassina pour un fauteuil, 6 167. Cassina. Hein. Sophie qui disait genre c'est un faux. C'est pas un faux du tout.
Léna. C'est un vrai 6100 €. Il y en a partout des trucs comme ça. Regarde, encore 6 000 €. 6 000 €. 12 000. 12 000. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, Aurore Berger est dans la tourmente, les accusations de fraude se multiplient à son encontre. Mais soyez rassurés, celle-ci a décidé enfin de rendre coup pour coup. En effet, Aurore Berger a décidé de porter plainte pour vol de ses correspondances privées. C'est-à-dire, Aurore, putain. Donc en fait, ta stratégie de défense, c'est de porter plainte parce que des gens ont révélé les conversations privées que tu as eues avec une personne dont tu as juré sous serment devant une commission d'enquête que tu n'avais jamais eu de rapport avec... Oh là 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 là, putain. Je sais pas qui sera le prochain gouvernement, je sais pas qui sera le prochain président, mais qui que vous soyez, est-ce que vous pourriez juste réembaucher Aurore Berger ? Parce que je crois que juste avec elle toute seule, même si la France était parfaite avec Aurore Berger dedans, je crois que je peux faire une saison complète. Je suis pas content.